Bonjour tout le monde, bienvenue au Pixels Café. Je me présente, je m'appelle Candy Dealer et je suis ici avec Ante. Bonjour. Sam. Salut. Dr D. Hello. Et puis FC Bat. Wesh. Du coup, nous allons parler du monde addictif des jeux vidéo, notamment nos premières expériences, quel était le premier jeu vidéo qui nous a rendu addict complètement, ou tout simplement un jeu notable. Pour ma part, c'est Blizzard, parce que non seulement c'était un jeu extrêmement addictif pour moi-même, mais aussi pour toute ma famille. Tout simplement parce que mon père a reçu par un de ses collègues le jeu Blizzard, puis mon père il s'est dit j'ai jamais joué aux jeux vidéo, bon bah je vais essayer. Il rentre chez lui et il se rend compte qu'il allait au lit genre à 2h du matin. Ensuite s'ensuit mes sœurs, et ensuite la fille au père, puis ensuite ma mère. Mes sœurs elles se battaient pour jouer, puis enfin c'était moi. Donc du coup c'était non seulement une bonne expérience, parce que c'était le premier jeu Blizzard que j'ai joué, et puis disons le premier jeu vidéo que j'ai joué et que je suis devenue addict. Donc je sais pas pour vous. Jusque ça c'était quel jeu? Blizzard de oui, Warcraft. Alors Warcraft de Blizzard. Warcraft. Ouais, j'ai cru que tu jouais au Meporg dont on atterre le nom, comme Voldemort. On n'a pas le droit de le prononcer. Et c'était lequel de la saga Warcraft? Le tout premier. Le tout premier. Ah, le tout premier, auquel je n'ai jamais joué. Un classique. Personnellement, si moi je devais vite parler grosso modo de mes expériences avec l'addiction aux jeux vidéo, outre le merveilleux temps présent qu'on a eu en juin dernier, le premier jeu en fait, auquel j'ai vraiment commencé à m'investir à fond, et où finalement je voyais pas le temps passer dès que j'y jouais, c'était Minecraft. Je sais que ça peut sonner un petit peu kikoulol sur les bords, d'autant plus que maintenant Minecraft a la sale réputation d'être un jeu pour les gamins de 12 ans. Je suis un gamin de 12 ans à l'intérieur, donc ce n'est pas grave. On l'est tous. Oui, c'est ça. J'ai commencé avec la bêta 1.6.6, et oui, je m'en souviens encore. J'ai vu le jeu sortir officiellement. Je n'ai vu des choses qui ont changé. D'ailleurs, c'était un peu les changements qui m'ont finalement un peu découragé de jouer au jeu. Mais c'était vraiment déjà la découverte. Ensuite, c'était aller jusqu'au bout, donc lorsqu'ils ont ajouté la fin, The End. Et puis ensuite, une fois qu'il n'y avait plus rien à faire, les mods. Et l'ajout infini de contenu que ça pouvait nous offrir, notamment avec Feed the Beast, qui est des packs de mods qui proposent où tu as à peu près 25, 30, parfois même 50 mods qui fonctionnent tous. Et du coup, ça peut permettre de faire des trucs monstrueux comme des centrales nucléaires dans Minecraft. Et oui, vous pouvez devenir capitaliste grâce à Minecraft. Et si je devais aussi citer un deuxième exemple, plutôt récent, ça fait 2 ans, puis j'ai à peu près joué une année, je jouais qu'à ça. C'était Counter-Strike Global Offensive, qui est un FPS en multijoueur en ligne, 5 contre 5, des terroristes qui doivent poser une bombe, des antiterroristes qui doivent les en empêcher. Au début c'était vachement cool, la découverte, on commençait à grinder les levels, on montait, on visait le Global Elite, le niveau maximum. Et puis dernièrement j'ai fait une pause, je sais plus pourquoi, je crois que c'était à cause d'Overwatch, ou plein d'autres jeux en fait, il y a eu plein de sorties ces derniers temps. Et du coup, simplement j'ai perdu le niveau. Et puis en revenant dans le jeu, je me suis non seulement rendu compte que j'avais plus le niveau, mais qu'en plus le jeu avait des problèmes incroyables, comme Valve qui préférait faire des gants pour les joueurs, des skins de gants payants. Pour lesquels, si jamais on veut les débloquer, il faut payer une clé pour ouvrir une caisse. Et si jamais on veut pas payer une clé pour ouvrir une caisse, il faut les payer sur le marché de la communauté à 200 balles. Ce qui est assez triste, et ils préféraient faire ça plutôt que de gérer leurs problèmes, notamment de hackers, qui sont insupportables. Dr D, je vois que tu lèves le doigt. C'est une super transition par rapport au sujet de la semaine dernière sur les pay to win. Ouais, les pay to win, effectivement. Alors du coup, en plus j'en avais parlé dans cet épisode-là, mais c'était lui dans ce sens-là, c'est un freemium, dans le sens où c'est pas obligatoire d'avoir les skins, c'est vraiment du cosmétique, ça change pas le gameplay, à part que ton arme elle est plus jolie sur l'écran. Les gants sont plus jolis sur l'écran. Moi j'attends le moment où tu peux avoir des pins sur ton personnage, genre des skins pour la bombe. J'aimerais bien la bombe rose. Comme ça, en fait. Et parce que comme ça je peux poser l'amour et puis le faire exploser partout. La paix et l'amour. Mais effectivement c'est vraiment assez dommage que le jeu soit tourné comme ça. Pourtant, j'ai pas non plus cessé d'y jouer pour autant, je joue toujours régulièrement.
Et je suis aussi pas mal la scène e-sport, avec notamment les grands tournois puis les grandes équipes, qui fait même pas mal de bruit. Ça, c'était pour moi. Sam, on voit que tu veux prendre la parole. Oui, alors pour moi c'est bien parce qu'on va pouvoir rebondir sur ce que nous disait Candy Dealer au début, parce que j'ai aussi un peu mes premières expériences addictes avec le jeu vidéo, aussi avec la saga Warcraft et surtout avec le 3. Le 3 qui nous a apporté, même si déjà le jeu en ligne était déjà pas possible avec le 2, avec le Battle.net, le 3 a énormément amélioré l'éditeur de maps et a permis à la communauté de créer tout ce qu'ils voulaient. Et beaucoup de maps, et dont la naissance des Dota, qui aujourd'hui nous a fait hériter des League of Legends, vient à la base de maps personnalisées sur Warcraft 3. Et bien sûr, après Warcraft 3, il a fallu que je continue et que je joue à WoW plusieurs années. Période sombre de mon existence. Non, c'était super, c'est vrai que c'était super, c'était aussi l'occasion de rencontrer plein de gens, c'était un univers qui m'a beaucoup marqué, qui depuis me dégoûte un peu, mais qu'à l'époque j'aimais beaucoup. Et c'était des chouettes expériences. Ce que j'ai trouvé intéressant sur la question, sur plus ou moins les exemples qu'on a commencé à donner maintenant, c'était un peu l'idée qu'on a tous un peu des aspects qui nous ont amenés à jouer beaucoup. Moi, sur Warcraft 3, c'était l'idée de rejouabilité, la possibilité de découvrir finalement des jeux dans le jeu, des dizaines de jeux dans le jeu. Sur World of Warcraft, ça a été la sociabilité avec rencontre des gens. Finalement, je me rendais compte que pendant peut-être 2 heures, on faisait juste discuter on faisait juste de la discussion, quoi. Et j'avais envie de rebondir sur la question de Minecraft, parce que pour avoir joué un petit peu à Minecraft, moi, ce qui m'a fait peu crocher, j'ai jamais été addict, mais ce qui m'a fait crocher, c'est l'aspect créatif du jeu. À un moment, ça t'a fait accrocher Décrocher ou accrocher? Accrocher. Accrocher, mais carrément. Notamment au niveau des serveurs. Tu lances une partie avec des potes. Bon, au début, évidemment, c'est de la survie parce qu'il faut le faire. Et puis, il faut qu'on amasse tous les matériaux et ce genre de choses. Mais une fois que t'es posé, t'as ta maison, mais ensuite, on a commencé à construire vraiment des trucs assez monstrueux. On s'était construit une fois tout un château avec une cour monstrueuse, avec des murailles pour lesquelles on avait dû trouver des ressources. On a aussi décidé des trucs dont on est un peu moins fiers des fois, dont je ne parlerai pas. Mais, ouais, effectivement. Mais, ouais, le côté très créatif de Minecraft était vachement bon. Je trouve qu'ils l'ont un peu ruiné avec le mode créatif, qui du coup en fait te donne des items à l'infini, puis la possibilité de voler. Oui, mais pour moi c'était essentiel en fait. D'un moment, si tu as trop besoin l'ambition de créer t'oblige à... Ouais, effectivement, si jamais tu veux recréer New York, t'es un peu obligé d'utiliser le mode créatif. On va enchaîner avec moi et je suis obligé de constater à quel point je me sens vieux au milieu de personnes qui me sortent ces références-là. Parce que Minecraft de mon temps, ça s'appelait les Lego déjà. C'est vrai. Et moi j'étais jeune à une époque où Bruce Willis avait encore ses cheveux, vous savez. Alors du coup, pour parler d'addiction, je suis obligé de mentionner des jeux qui, pour certains, sont sortis avant votre naissance. Très probablement, dans mon cas. Moi, je pense que le premier jeu pour lequel on peut vraiment parler d'addiction, c'était Secret of Mana sur Super Nintendo, qui est juste le jeu de type action RPG, qui d'un coup a démocratisé le genre vis-à-vis d'un public occidental en dehors de Zelda. Il n'y avait pas grand-chose de ce type-là. Et moi, j'ai juste tellement adoré ça, j'ai accroché. On a passé des heures avec mon frère en coop. C'était un de ces jeux où on pouvait même jouer à 3 si on avait l'adaptateur pour la Super NES. Il est ensuite sorti un deuxième jeu qui s'appelait Secret of Evermore, qui était exactement dans la même veine. C'était juste tellement génial, je pense. On peut calculer le temps passé dessus en centaines d'heures et il n'y a qu'une seule, peut-être 2 autres séries de jeux qui ont atteint ce nombre d'heures cumulées. Chez moi, une tardive, c'était Pokémon, et puis l'autre, dont je parlerai, je pense un tout petit peu plus, c'était Final Fantasy. Mais s'il fallait parler des différents types de situations où d'un coup on se sent addict, je vais reprendre un truc que j'ai vu plutôt dans le domaine scientifique. C'était une espèce de découpage de toutes les motivations à être ou non intéressé à jouer et à consommer. Ça peut être quelque chose qui est très orienté vers l'extérieur ou vers l'intérieur, en l'occurrence socialiser, plutôt faire ça pour soi, et puis recherche de sensations, ou alors à l'opposé, essayer d'éviter quelque chose.
Je pense que quand on parle d'addiction, des fois on se dit que les gens se ferment du monde et ils s'enferment, je sais pas, dans des jeux style Tetris ou autre, c'est le cliché. Bah, on est là pour en parler 30 secondes pour dire voilà, ça existe. Moi j'ai eu ma période où il y avait des trucs un peu noirs dans ma vie, je jouais en boucle à Dr Mario. Mais ça fait pas tout. Les grands jeux sur lesquels j'ai été super motivé à jouer aussi, et là c'était pour socialiser, c'était les jeux multijoueurs, surtout du temps de la Nintendo 64, où d'un coup il y avait 4 manettes, on jouait avec les potes après l'école ou autre, les plus vieux. Et ça a été en particulier GoldenEye, Mario Kart. Oui, GoldenEye après l'école, moi aussi ça m'a souvent arrivé. Exactement. Du coup, FC Bat. Oui, alors les jeux qui m'ont vraiment rendu addict, sur lesquels j'ai passé énormément de temps de jeu, c'est surtout les jeux de gestion. D'ailleurs, c'était mon premier genre de jeu, vu qu'à la base, moi je jouais sur PC quand j'étais petit. Et un de mes premiers jeux vidéo même, c'était Zoticon. Alors ça m'a aussi créé de grandes ambitions professionnelles d'aller faire gardien de zoo, mais j'ai vite compris que c'était pas si glamour que ça. Mais en tout cas, ouais, c'était un jeu qui était assez impressionnant. Enfin, comme Sam l'a dit avant, le fait que tu puisses rejouer tout le temps, refaire tout le temps un nouveau jeu, il y a un nouveau zoo différent, réessayer des trucs. C'était surtout ça qui me tenait, parce que je faisais quasiment tous les jours des nouveaux zoos avec les nouveaux animaux, et d'autant plus que j'avais la version qui regroupait la version de base, enfin avec des animaux relativement normaux, les animaux aquatiques et les dinosaures. Alors en plus, en tant que petit garçon qui adorait Jurassic Park, c'était encore plus incroyable. Donc oui, Zoticon. Et un autre jeu qui est venu un peu plus tard, c'était Football Manager. Et j'en ai parlé aussi dans un article de Dites-le avec un jeu sur la rage. C'est vrai. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais qui m'a en effet beaucoup fait rager, notamment comme je dis dans mon article, quand tes joueurs font absolument n'importe quoi. Mais en tout cas, après j'avais joué un peu à FIFA, c'était sympa, et tout à coup j'ai découvert Football Manager et la lumière divine m'a touché. C'est-à-dire que j'ai compris que FIFA c'était bien sympa, mais qu'il y avait un jeu pour les grands, c'était Football Manager. Et c'est une base de données absolument incroyable. Je me rappelle, c'est une petite anecdote, mais je faisais une carrière avec le FC Bienne en tant qu'entraîneur. Et moi j'étais au gymnase à Bienne à l'époque. Et il y avait un des gardiens de junior qui était dans les équipes moins de 18 de Bienne, qui était dans la classe à côté. donc je connaissais quelqu'un qui était dans une base d'un jeu vidéo, et ça m'a toujours assez fait rigoler, et c'est aussi que là j'ai compris que c'était vraiment sport interactif. Ceux qui font le jeu, ils font qu'un jeu par année, et c'est celui-là, c'est des gros bosseurs, et ils font du bon boulot. Donc voilà, ça c'est les deux jeux vraiment dont je voulais parler. Je sais pas si quelqu'un voulait ça, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, c'est vrai que le jeu de gestion, ça reprend un peu ce qu'on disait sur l'aspect un peu créatif, c'est l'idée de monter un projet et puis de ne pas en voir la fin, au point qu'on est toujours dans un... Et ça rejoint aussi un peu l'idée du Zoo Tycoon, où on a aussi cette dimension où on crée quelque chose. Là, je le vois, je l'ai vu, enfin, j'avais pas mal joué à SimCity 5, qui avait donné beaucoup de possibilités aussi en termes de construction aux joueurs, surtout en ouvrant les modes à tout le monde. Non, c'était SimCity 4, SimCity 5 c'est de la grosse daube. Personne n'a branché, hein. Voilà, personne n'a branché. Voilà. Non, SimCity 5 était très mauvais, ça a été justement, pour moi c'est la mort de la licence SimCity, mais le SimCity 4 justement avait ouvert les modes avec l'arrivée, enfin surtout avec l'arrivée d'Internet, parce que SimCity 3 avait encore Internet un peu limité. Et surtout c'est la possibilité de rajouter du contenu toujours. Et là plus récemment, ceux qui ont repris un peu la tête, c'est City Skyline, qui cette fois vient plutôt d'un développeur indé, et qui aussi donne la possibilité aux joueurs de rajouter du contenu. Et enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être un petit peu confronté à ce qui est créé aujourd'hui, mais on a des villes entières qui sont imaginées et qui sont à un niveau de détail, mais on ne se rend juste pas compte, c'est de la folie. Et c'est impressionnant, ça donne de la rejouabilité, ça donne la possibilité aux gens de jamais s'arrêter, ça donne de la créativité. Et ça devient presque organique comme jeu, parce que c'est un jeu qui appartient même plus vraiment à leurs développeurs, ils appartiennent à la communauté. Et je trouve ça assez formidable.
Ouais, dans le même domaine, il y en a un sur lequel d'ailleurs j'ai aussi passé pas mal de temps lorsque je l'avais acheté pour la première fois. Non, je l'ai pas acheté 2 fois en fait, il est sorti officiellement, c'est surtout pour ça. Mais je l'avais acheté lorsqu'il était en early access et c'est Prison Architect, l'architecte de prison. Et franchement, c'est un jeu très très chouette, d'autant plus, je sais plus s'il y avait déjà ça en early access ou bien si c'est venu avec la version officielle. Mais justement, il y a des modes de la communauté avec le workshop de Steam. Et du coup, full possibilité, les gens partagent aussi leur map. C'est-à-dire qu'on peut. Bon, c'est un peu con d'avoir une prison déjà fonctionnelle entière qui fait 20 000 km², mais c'est toujours rigolo de voir ce que les gens ont créé. Par exemple, il y en a un qui a créé un mode qui retexture tout le jeu avec des références à Star Wars. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on est une sorte de prison galactique. Il y a des modes, par exemple, pour les prisons russes. Il y en a un mode, c'est pour le goulag. Je sais pas pourquoi ils aiment bien le goulag. C'est beaucoup joué par les Russes d'ailleurs, ce jeu. Ça va être culturel. Ça va venir de leur culture, effectivement. Mais c'est vraiment un jeu qui est vachement bien parce que d'abord, on commence avec un petit terrain. On construit un peu notre prison. Une fois que ça commence à marcher, on peut acheter du terrain autour. Donc, du coup, ça nous permet aussi, par exemple, de faire les 2 côtés de la route. Parce qu'il y a une route à droite, à la base, puis ensuite il y a le terrain à gauche. Ensuite, on peut avoir les 2 côtés de la route. Donc, on peut faire 2 systèmes de prison différents. Au début, évidemment, on est nul, et puis notre prison, elle se fait. Il y a des émeutes partout, les gardes se font tabasser, plus rien ne va. Et ensuite, on découvre un peu comment ça fonctionne. On arrive à faire les prisons les plus efficaces du monde, où les mecs ils vivent sur 1 mètre carré, où ils sont tous stockés comme des bêtes. Et ensuite, on arrive à les faire manger à une heure précise, en évitant que les prisonniers qui sont dangereux ils rencontrent les petits nouveaux. Comme ça, ils ne les tabassent pas. Du coup, comme ça, la prison elle est calme. Elle est invivable, mais j'ai des bonnes notes parce qu'il n'y a personne qui est mort. Et du coup, c'est cool. C'est ça que j'adore avec les jeux de gestion en fait, c'est parce que tu peux faire un truc complètement horrible au niveau humain, mais vu que dans les chiffres, par exemple, Ça, le capitalisme, voilà, c'est ça. Tant que Ça tu hein. fais du bif et qu'il n'y a pas de problème, c'est bon. Par contre, tes employés peuvent être sous-payés, tu peux traiter tes clients comme les pires des saligots, pour rester poli. Ah, puis même là. Et dans le cas des prisonniers de Prison Architect, souvent c'est juste du bétail, enfin comme on les traite, c'est vraiment parce que c'est la manière la plus optimisée de se faire plus de bif. Et le bif, c'est ça qui est vrai. Ouais, alors moi je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Ouais, alors premièrement, moi aussi, enfin sur Zoticon, c'était moi aussi mes clients que je maltraitais. C'était vraiment horrible. Je les mettais dans toutes les situations possibles. Je testais en fait de les mettre dans chacun des enclos, les lions, les requins, les orques. Les orques étaient très rigolos d'ailleurs. Mais autre chose que je voulais dire un peu plus sérieusement, c'est que c'est pour ça qu'il me semble que les jeux de gestion c'est presque encore plus. Enfin, moi je trouve que c'est plus addictif que le reste, c'est que t'as vraiment toujours l'impression que tu peux aller plus loin. Tu te dis, c'est ce qu'on dit souvent avec Civilisation, c'est le syndrome du tour de plus. Et tu dis, si je fais un tour de plus, je vais pouvoir faire ça en plus, acheter ça, faire ça. Et dans Zoticon ou dans Prison Architect, tu te dis, j'aurai cet argent, je pourrais acheter ce nouvel élément et améliorer mon zoo, ma prison, ma ville. Effectivement. C'est encore un petit dernier jeu comme ça, mais les Call of Duty en multijoueur, ils utilisent à fond ce principe-là, dans le sens où il y a un demi-milliard d'items que l'on peut obtenir, que ce soit des améliorations pour son arme, des armes en plus, etc. Et c'est par exemple lorsqu'on level up, on a une arme en plus. Lorsqu'on fait un certain nombre de kills avec une arme, on a un mode pour cette arme. Donc du coup, chaque fois on se dit, ouais, mais il me suffit de faire 3 kills, donc du coup, une partie ça devrait être bon. Ensuite, tu te rends compte que là, il y a un skin pour l'arme qui est vachement cool. Du coup, tu dis, ouais, alors du coup, je fais encore 2 parties, puis c'est bon. En fait, tu les enchaînes, et tu peux passer une chier de temps sur ces jeux. Oui, effectivement. Moi, j'allais dire que je parlerais de Final Fantasy parce qu'on passe du temps, parce que c'est comme un livre, qu'on a envie d'aller plus loin dans le truc et pas juste faire la quête principale. Mais en vrai, j'ai aussi passé pas mal de temps sur les derniers Battlefield, simplement parce qu'on se dit, bon, voilà, on a un peu fait le tour. Ah, mais qu'est-ce que je risque à encore essayer de leveler un peu. Une petite lunette sur le fusil à pompe. Ouais, là, c'est... Ouais. Du coup, on va conclure, enfin on va finir le Pixels Café. Donc on vous invite à regarder notre page Facebook et notre site web à pixels-association.ch. Et on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. À bientôt. Merci. À bientôt.